là, normalement, si moi je parle, on m'entend et Nathalie, Si je parle, on m'entend aussi. Est-ce que vous pouvez confirmer dans le chat que vous m'entendez? magnifique. Oui. Bon, bah, bonsoir à tous. Malheureusement, du coup, ma caméra ne marchera pas pour, puisque les soucis techniques s'enchaînent. Mais bon, on va devoir faire comme ça. On va recommencer du début, ça sera plus simple. Donc bonsoir à tous, merci d'être là pour, ce live Twitch transformé en Teams Twitch, pour ce soir, organisé du coup par la section jeune de la Société française de virologie. Donc ce soir, le but, c'est de vous, partager à tous, un petit peu, de virologie et d'essayer de vous vous aider à comprendre un petit peu mieux qu'est-ce que sont les vaccins. Et pour, cela, ce soir, on reçoit, le professeur, Nathalie Davous-Nataf qui est, avec nous ce soir et qui est professeure d'immunologie à l'ENS Lyon. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, bonsoir Adrien, bonsoir à tous et merci beaucoup aux jeunes de la Société française de virologie de m'avoir invité ce soir. Je disais que vous m'entendiez pas, mais je disais que j'étais hyper fière d'être en live sur Twitch. Bon, ça, on va faire comme si, hein, ça sera un live sur Teams. Exactement. Et donc juste pour avant de commencer un petit peu de parler de vaccins, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement Nathalie sur, ce que vous faites, dans la vie? Donc, je suis professeure d'immunologie à l'ENS de Lyon, donc, avec une fonction donc, d'enseignante-chercheur. En enseignement, j'enseigne l'immuno et puis je dirige le département de biologie aussi depuis septembre dernier. Et en recherche, j'effectue mes recherches au laboratoire de biologie et de modélisation de la cellule dans l'équipe d'Emiliano Ricci et je travaille sur la réponse inflammatoire et en particulier sur les macrophages à un niveau assez moléculaire, essayer de comprendre comment les macrophages sont activés au cours de la réponse inflammatoire. Et concernant les vaccins, j'ai très souvent travaillé avec mes étudiants à des niveaux licence, mais aussi master dans le cadre de mes enseignements plutôt, sur la question de la vaccination et qui de toute façon est au cœur aussi des enseignements de l'immunologie. On verra tout à l'heure comment ça marche. Super, bah, merci beaucoup pour cette, petite présentation et je pense que vu qu'on a déjà un peu de retard, on va enchaîner directement avec, le début, heu, de cette de cette petite discussion ensemble et la première question à laquelle, on voulait répondre, c'était, comment est-ce d'où viennent les vaccins et comment est-ce que ce concept a été créé? Voilà et alors normalement, vous devriez tous voir la petite présentation. Oui, alors souvent dans les littératures, on associe le début de la vaccination, les premiers, le principe de la vaccination au XVIIIe siècle avec une technique qui s'appelait la variolisation. Donc la variole, à l'époque, c'était donc des épidémies qui étaient très très contagieuses et aussi avec un taux de mortalité hyper important. Donc les gens, c'est ce qui est représenté à droite là sur la peinture, avaient des pustules et puis mouraient dans des souffrances assez épouvantables. Et on avait un taux de mortalité de 25 à 30%. Et on- en Chine, on avait trouvé une technique qui était de prendre un petit peu d'une pustule sur un malade et de l'inoculer, c'est-à-dire de faire une petite incision au niveau de la peau et de l'inoculer à une personne saine. Et on avait remarqué que cette technique qu'on appelle la variolisation, puisqu'on prenait un petit peu de variole pour la propager à un autre individu, cette technique de variolisation permettait de protéger les individus sains et de faire qu'ils n'attrapaient pas la variole, ou en tout cas avec un pourcentage de risque qui était, disons, inférieur au pourcentage de risque d'attraper la maladie qui était très contagieuse et qui était présente un peu partout dans le monde à cette époque. Et donc,
En Europe, par contre, on n'utilisait pas cette technique de variolisation, et c'est une femme, Lady Montaigu, qui a observé à Constantinople, en Turquie, cette technique de variolisation était arrivée en Turquie à l'époque, et qui a observé cela et qui a elle-même pratiqué la variolisation sur ses enfants, et en particulier sur sa fille quand elle est rentrée en Angleterre. Et c'est à ce moment-là que la technique de variolisation s'est propagée en Europe. À la même époque, donc un contemporain de Lady Mary Montaigu, le docteur Edward Jenner, qui était un médecin généraliste et un médecin de campagne, avait observé de manière empirique que les personnes qui travaillaient avec les vaches n'attrapaient pas la variole, étaient protégées contre la variole. Et ce qu'il avait observé aussi, c'est qu'il existait une maladie chez les vaches qu'on appelait la variole des vaches, mais que les vachiers, les personnes qui bossaient dans les fermes, avaient des pustules sur leurs mains, mais des pustules bien moins graves que celles observées pendant la variole humaine. Et en plus, quand on pratiquait la variolisation sur ces vachiers, sur ces personnes qui travaillaient dans les fermes, eh bien, il n'y avait pas les réactions qui pouvaient parfois être très importantes dans les cas classiques de variolisation. Donc, Edward Jenner, ce médecin anglais, on considère que c'est un peu lui qui a inventé la vaccination, puisque cette fois-ci, il n'inoculait plus le virus en lui-même, mais une forme atténuée du virus, qui était en fait la variole de la vache, qui n'entraînait pas de maladie grave chez l'homme, et que cela protégeait les hommes contre la variole. Donc, à partir de cette époque-là, donc de la fin du 18e, on a pratiqué cette technique de vaccination. On n'avait pas encore de méthode pour cultiver les pathogènes, on ne savait pas non plus ce qu'étaient les virus, mais on transportait de bras en bras. Donc, on prenait un enfant qui avait été vacciné, entre guillemets, puis on prenait une pustule et on l'inoculait à une autre personne. Je ne sais pas si vous avez des questions, si j'ai été claire ou pas dans ma description. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'était très clair. J'ai pas l'impression qu'il y ait de questions particulières dans le chat. Ok, donc 100 ans après, on arrive à Louis Pasteur, qui est parfois, surtout en France, peut-être avec un petit côté chauvin, décrit comme étant celui qui a découvert les vaccins. Mais comme on l'a vu, c'est une idée qui est apparue plus tôt. Par contre, ce qu'a fait Louis Pasteur, et il était à un moment de l'histoire des sciences où c'était un contemporain de Robert Koch, aussi de quelqu'un qui s'appelle Petrie, et qui était un assistant de Robert Koch et qui a découvert les boîtes de Petrie dans lesquelles on a pu mettre en culture des bactéries. Donc à cette époque-là, on commençait à comprendre le lien entre un pathogène, un microbe et la maladie. Et donc, à ce moment-là, Louis Pasteur a fait ses travaux sur la rage, et c'est lui vraiment qui a utilisé le terme de vaccination, et il l'a fait en hommage aux travaux de Jenner. Et vaccination, c'était parce que la variole de la vache en latin, c'est vacciner. C'est donc en hommage à ses travaux sur la variole de la vache. Et c'est pour ça qu'il utilise le terme de vaccination pour la première fois. Euh, Peut-être quelque chose que j'aimerais aborder avec vous. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur vos écrans. C'est un tableau qui a été peint au moment où on pratiquait la variolisation. Enfin, à l'époque de Jenner, donc on utilisait des pustules de la vaccine de la vache qu'on inoculait à des personnes saines pour les protéger. Et je ne sais pas si vous voyez sur le tableau, il y a des personnages avec des cornes de vache. Donc en fait, c'est un tableau satirique, c'est une image satirique où déjà à l'époque de la variolisation, puis à l'époque de Jenner,
déjà, on avait des personnes qui avaient peur de la vaccination et qui étaient contre la vaccination, avec pour plusieurs raisons. Il y avait certaines personnes qui disaient si on doit laisser faire la nature faire et on ne doit pas aller contre la nature. Donc, si on est malade, on doit être malade et on ne doit pas essayer d'éviter ça. Il y a aussi des gens qui disaient qu'on est libre de faire ce que l'on veut de son corps et donc on ne doit pas imposer un geste médical sur son corps. Et puis, il y avait aussi déjà cette défiance sur laquelle on va pouvoir revenir à la fin de ce live, mais il y avait déjà cette défiance vis-à-vis des élites et des vaccins, puisque à la base, Lady Montagu, c'était arrivé par la cour royale d'Angleterre, et donc c'était les élites aussi qui vaccinaient leurs enfants. Et donc, il y avait tout un mouvement qui disait, bah non, nous, on refuse ça. Donc, il y avait cette défiance. Et puis, il y avait des croyances non rationnelles avec l'idée là si on inoculait quelque chose qui venait de la vache, alors on allait se transformer en vache. Oh vache, Donc, incroyable. ouais. Donc, ça fait effectivement écho à pas mal de choses qu'on entend. On en reparlera sûrement plus en détail à la fin de cette petite présentation. Est-ce que pour l'instant, on a quelques questions sur l'historique? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des points qui aimeraient éclaircir un peu plus pour ceux qui sont présents? N'hésitez pas à utiliser le chat de Teams comme un chat Twitch. Donc, posez vos questions à cet endroit-là. Je vois que les modérateurs l'ont précisé à plusieurs moments, mais n'hésitez pas. On va essayer une petite minute, le temps de voir si des personnes ont quelques questions. Bon, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est relativement clair. Parfait. Donc, bah, maintenant Et, qu'on voit oui, pardon? Ah bah, si, bah, parfait euh, alors. Il y oui, a une qui alors il y a une question, oui, que je vois de Vincent. Si j'ai bien compris, le virus pour l'homme n'est pas le même que pour les bovins. Exactement. Et c'est souvent ça, que des virus qui sont pathogènes pour leur hôte ne le sont pas pour un autre euh, hôte. Donc on parle du terme hôte pour savoir l'espèce qui est infectée. Et donc effectivement, il y a des virus qui sont qui sont adaptés à leur hôte. Et comme ils sont adaptés à leur hôte, ils ne sont pas adaptés à un autre hôte. Et donc, ils sont moins virulents. Alors là, en l'occurrence, pour la variole des bovins, bah, c'était un virus très proche de celui de la variole, et c'est pour ça humaine. Et c'est pour ça qu'il pouvait jouer un rôle protecteur, parce qu'il ressemblait beaucoup à la variole humaine, mais il n'était pas très pathogène pour l'homme. Donc ça a vraiment joué le rôle de vaccin, et on va voir juste après comment marche un vaccin. On va comprendre pourquoi un virus qui est très proche d'un autre virus peut induire une réponse protectrice contre un autre. Je ne sais pas si les virologistes là, de la Société française de virologistes veulent compléter ma réponse ou pas. Adrien, tu veux ajouter quelque chose? non, non, je pense que c'est exactement ça, hein. Il y a certains virus qui sont plus proches, un peu comme les espèces, d'animaux. Il y a des espèces de virus qui sont plus ou moins proches et donc les virus qui sont très proches vont réussir à pas avoir avoir des choix d'hôtes qui sont légèrement différents, mais et donc du coup des symptômes et des maladies qui sont aussi légèrement différentes et qui des fois peuvent être moins pathogènes et c'est typiquement le cas entre, voilà, la variole et la variole des vaches. Ouais. Et ce dont on a peur souvent, c'est qu'un virus qui est adapté à son hôte mute et devienne pour le coup très pathogène pour l'homme. Donc c'est ce dont on a peur, par exemple, avec la grippe aviaire. On a peur que le virus de la grippe aviaire puisse éventuellement infecter d'abord des porcs peut-être, et puis ensuite l'homme, et ça devient après un virus très très pathogène, alors que pour le moment, le virus de la grippe aviaire n'est pas pathogène pour l'homme parce qu'il ne peut pas infecter l'homme pour le moment. Et alors je vois que justement il y a une question, qui suivait un petit peu cette idée-là. Est-ce que, du coup le virus de j'imagine là, dans ce cas-là, le virus de la vaccine, le virus de la vache, pouvait Mhm. évoluer pour s'adapter à son hôte et du coup,
causer, une épidémie. Est-ce que dans le cas de la vaccination au début, est-ce que c'était une hypothèse qui était envisagée? Enfin, quelque chose qui aurait été possible? Alors, je suis pas sûre d'avoir tout à fait compris ta question. Si je comprends L'idée, bien, c'est tu me qu'en demandes si le virus de la vaccine, le virus de la variole adapté à la vache, aurait pu muter et devenir pathogène pour l'homme, c'est ça? j'imagine à force d'utilisation en tant que Ouais, vaccin, si je comprends bien la question. oui. Euh, Bah, en tout cas, c'est pas ce qui est arrivé. De manière empirique, en observant ce qui s'est passé, on peut dire que c'est pas arrivé puisque cette technique a été utilisée pendant de nombreuses années sur un très très grand nombre d'individus parce qu'il y avait des épidémies dans le monde entier. Et donc, cette technique-là, elle a vraiment été utilisée sur un grand nombre d'individus et non, il y a pas eu ça. Oui, je pense que ça répond exactement à la question. Est-ce que s'il y a pas d'autres questions, bah, je pense qu'on avait eu la transition parfaite pour, commencer à mais du coup, ça a répondu aussi pour la crainte vis-à-vis de la grippe aviaire. Parfait. Et ben, je pense qu'on peut Oui. enchaîner et du coup, maintenant se poser la question de comment est-ce que ça fonctionne exactement, la réponse aux pathogènes et pourquoi le principe même de la vaccination? Oui, alors sur cette diapo, ce qu'on peut voir, c'est donc des cellules immunitaires. Donc en bas, ce qui est en photo, ce sont des cellules circulantes qui sont présentes dans le sang avec des globules rouges, c'est les petites cellules les plus nombreuses, et puis des globules blancs. Et parmi ces globules blancs, on va trouver notamment des lymphocytes. Et le principe de la vaccination, c'est en fait une éducation de notre système immunitaire pour lui présenter une première fois un pathogène et pour qu'il puisse mettre en mémoire ce pathogène et lors de la deuxième rencontre avec le pathogène, pouvoir se défendre beaucoup plus efficacement. Donc, juste pour reprendre ça, donc une des fonctions de notre système immunitaire, c'est de jouer un rôle de sentinelle, de surveillance de notre corps pour détecter s'il y a s'il se passe des choses anormales, et notamment les débuts de l'immunologie, ça a été décrit comme le rôle de nos cellules immunitaires contre les infections. Et il existe des cellules, en particulier les cellules dendritiques, qui sont des cellules qui sont présentes partout dans notre corps, dans tous nos tissus, et qui ont ce rôle de sentinelle, de surveiller ce qui se passe. Et concrètement, elles sont capables de détecter la présence anormale d'un pathogène, donc d'un virus ou d'une bactérie, par exemple. Et une fois qu'elles ont détecté cette présence anormale, elles ont la capacité de migrer et d'aller rencontrer les lymphocytes, donc ces cellules circulantes qui elles-mêmes circulent dans notre corps. Et les cellules dendritiques vont présenter aux lymphocytes une partie du pathogène, on appelle ça un antigène. Elles vont le présenter aux lymphocytes et les lymphocytes qui vont reconnaître cet antigène vont proliférer et une petite partie des lymphocytes qui auront proliféré vont devenir des lymphocytes mémoire. C'est ce qui est schématisé ici par cette cellule avec un grand cerveau qui se rappelle de ce qu'elle a déjà vu. C'était un de mes étudiants de licence qui avait dessiné ce lymphocyte mémoire. Donc si tu veux, on peut passer à la diapo suivante. Et cette diapo décrit ce qui se passe au cours d'une réponse primaire. En immunologie, quand on parle d'une réponse primaire, c'est la première fois qu'on rencontre un antigène ou un pathogène. Et puis d'une réponse secondaire, c'est ce qu'on appellera la réponse mémoire quand on rencontre pour la deuxième fois ce pathogène. Vous voyez en abscisse, c'est le temps exprimé en semaines. Et puis en ordonnée, c'est la réponse immunitaire. Ça pourrait être le taux de prolifération des lymphocytes ou le taux de sécrétion d'un anticorps, par exemple. Et ce que vous pouvez voir, c'est que au cours de la réponse primaire, entre le moment où on rencontre l'antigène et puis le premier pic
de la réponse, là, vous voyez que ça met presque 2 semaines, 1 à 2 semaines pour arriver à cette première réponse et l'amplitude de la réponse primaire est relativement petite. Par contre, quand on rencontre un antigène pour la deuxième fois, eh bien, la réponse est plus rapide, donc en quelques jours, et l'amplitude de la réponse est beaucoup plus forte. Donc, ce qu'on fait au cours de la vaccination, c'est, en gros, la vaccination, c'est la réponse primaire. Donc, on va présenter au système immunitaire un antigène qui est un morceau du pathogène, ou dans le cadre de la vaccine là, dont on parlait avec Jenner, bah, une version modifiée du virus qui n'est pas pathogène. Et ça, c'est la première rencontre. Et quand l'individu rencontrera pour la deuxième fois ce même antigène, donc lors d'une épidémie par exemple, eh ben, il pourra répondre de manière très efficace et très rapide à ce pathogène. Et vraiment, c'est entre le système immunitaire et le pathogène, c'est une course de vitesse. Et le fait de répondre un peu plus rapidement et surtout de répondre avec une efficacité beaucoup plus grande, parce que c'est à la fois l'amplitude, mais c'est aussi la qualité de la réponse qui est meilleure lors de la réponse secondaire, ça donne un avantage à l'hôte et un désavantage au pathogène, donc le virus ou la bactérie. Et donc, la personne, une fois vaccinée, va pouvoir mieux se défendre et au mieux ne pas être malade, mais on peut aussi, même si on a été vacciné, être malade, mais pas, pas de façon aussi grave que si on n'a pas été vacciné. Ça n'empêche pas, le fait d'être vacciné, ça n'empêche pas de rencontrer le pathogène. Et quand on rencontre le pathogène, ben, on peut être infecté par ce pathogène, même si on a été vacciné. Mais par contre, on est protégé des effets graves de la maladie. Oui, c'est ça, ça va éviter tout ce qui est forme sévère. Oui, c'est l'objet de la vaccination. Après, oui, concernant les cellules dendritiques, est-ce qu'il y a un seul type hyper efficace qui peut éviter ou bien est-ce qu'il y en a une pour chaque? Ah, c'est une super question parce que donc il y a une question dans le chat par rapport aux cellules dendritiques. Est-ce qu'il y a un seul type de cellules dendritiques pour tous les pathogènes ou alors des cellules dendritiques spécialisées pour les différents types de pathogènes? Et c'est rigolo parce que c'est une manière aussi dont on décrit la réponse immunitaire. On dit innée et adaptative et on dit que les lymphocytes sont spécifiques d'un antigène donné. Donc on a plein de clones lymphocytaires spécifiques d'un seul antigène. Alors que les cellules dendritiques, qui sont des cellules de l'immunité innée, elles expriment des récepteurs qui leur permettent de reconnaître plein de pathogènes différents. Donc c'est plutôt un type de cellule qui reconnaît plein de pathogènes. Après, c'est un peu simplifié de dire ça parce que dans la réalité, en fonction du tissu, en fonction de l'état d'activation, même en fonction de chaque individu, on est tous un peu différents et il existe des populations, des sous-populations de cellules dendritiques. Mais globalement, l'idée que tu poses, c'est que une cellule est capable de reconnaître plusieurs pathogènes différents. Pourquoi certains vaccins empêchent les infections futures et les autres non? Peut-être que j'ai fait ça, je pense qu'on n'empêche jamais l'infection. C'est une histoire de est-ce que l'infection est visible ou pas. En gros, tu éduques ton système immunitaire. Donc, ton système immunitaire va répondre à l'antigène quand il va le rencontrer pour la deuxième fois. Mais ça n'empêche pas le virus de rentrer dans l'organisme. Donc, si on considère que l'infection, c'est l'arrivée du virus dans l'organisme, bah, on n'empêchera pas ça. Sauf que ce qui va être empêché, entre guillemets, c'est la pathologie associée à l'infection. Voilà, c'est ça. Il est éliminé plus facilement, il est éliminé rapidement, il ne se multiplie pas. Dans une infection, c'est une espèce de course contre la montre et ce qui compte aussi, c'est le taux. On parle de quantité de virus, de taux viral.
Et donc, si à un moment tu dépasses un certain seuil, que tu as trop de virus qui se multiplient, bah, l'organisme n'arrive plus à faire face. Dans le cadre de la vaccination, normalement, tu as mis en place des barrières qui fait que même s'il y a quelques cellules qui sont infectées, rapidement, elles vont être éliminées. Soit, donc on a vu que les lymphocytes mémoire, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais il existe des lymphocytes B qui sécrètent des anticorps et ces anticorps vont venir neutraliser le pathogène en empêchant le pathogène de rentrer dans les cellules. Et il y a aussi des lymphocytes T cytotoxiques qui sont capables de tuer les cellules infectées par un virus. Donc, tous ces lymphocytes mémoire vont faire que l'infection, dans la plupart des cas, ne conduit pas à une pathologie. Mais il y a des variations aussi d'un individu à l'autre, d'un vaccin à l'autre. Par exemple, en général, le vaccin contre la grippe, c'est un vaccin qui a un niveau d'efficacité qui n'est pas toujours optimal parce que la réponse immunitaire contre la grippe, c'est complexe et donc tu peux être vacciné et être quand même un peu malade, par exemple. Mais peut-être que si tu n'avais pas été vacciné, peut-être tu aurais été très malade, là, t'es un peu malade. Donc ça n'empêche pas l'infection, la vaccination. Ouais, c'est vraiment un moyen de soit limiter la pathologie à ce qu'elle soit complètement invisible, soit qu'elle soit, très réduite par rapport à, si on n'avait pas été vacciné. Mm. C'est Et ça il pour résumer? faut, oui, mais il faut bien garder cette idée que chaque individu est différent. Et par exemple, les personnes âgées ont un système immunitaire qui est un petit peu, qui fonctionne moins bien. Donc, l'efficacité de la vaccination est moins bonne sur ces personnes. Et puis, il y a des vaccins. On va voir ça peut-être sur la dia d'après, sur la diapositive suivante, si tu veux Ouais, passer, Adrien. hop là, ça marche. Ouais. Il existe différents types de vaccins. On a parlé tout à l'heure de la variole. Le vaccin contre la variole, c'est un vaccin vivant atténué. Donc, ça veut dire qu'on utilise vraiment le virus, mais qui est atténué, donc qui est non pathogène. Le ROR aussi, donc c'est le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. C'est un vaccin vivant atténué. Et ça, c'est des vaccins qui sont hyper efficaces parce qu'en fait, ils sont la fièvre jaune aussi. Et d'ailleurs, la fièvre jaune est connue pour être un vaccin très très efficace, mais aussi un vaccin entre guillemets costaud, dans le sens où il provoque, quand on se vaccine, une réaction. C'est souvent les gens ont de la fièvre, ils sont un petit peu malades juste avec la vaccination. Mais par contre, la protection qui est apportée par le vaccin est excellente. Et puis, ça, c'est un peu les premiers vaccins. Puis après, il y a d'autres types de vaccins. Il y a des vaccins qu'on appelle inactivés. Donc là, il n'y a plus ni virus ni bactéries. Le virus est tué, soit de manière chimique, soit par la chaleur. Mais il y a quand même le pathogène, mais il peut plus se répliquer. Alors que dans les vaccins vivants atténués, il peut se répliquer, mais simplement, il est modifié pour ne pas être pathogène, pour ne pas induire la maladie. Dans les vaccins inactivés, il ne peut pas se répliquer, il ne peut pas induire la maladie, mais par contre, il est capable d'induire une réponse mémoire. Donc, il protège. Et puis après, au fur et à mesure où on a progressé sur la compréhension des mécanismes et aussi avec les progrès de la biologie moléculaire, il y a de nouveaux vaccins qui sont apparus où on n'utilise plus l'organisme entier, mais seulement un morceau du virus, un bout du virus que la cellule dendritique va pouvoir présenter aux lymphocytes, donc induire une réponse mémoire, mais juste à partir d'un petit bout du virus ou de la bactérie. C'est le cas du DT polio où on utilise les toxines qui sont produites par la diphtérie ou le tétanos, et c'est à partir de cette toxine que la réponse immunitaire se met en place. Il y a aussi des vaccins qui sont faits à partir de protéines recombinantes. C'est le cas du vaccin contre l'hépatite B, par exemple, ou aussi contre le papilloma, où on exprime des bouts de protéines du papillomavirus dans les vaccins. Et puis les derniers vaccins
vous avez tous entendu parler, hein, c'est les vaccins ARN, qui sont en fait des ARN, donc une partie du génome du, du virus qui est présenté dans des particules lipidiques, donc dans une molécule qui va permettre d'infecter les cellules, en fait, que ça soit que la cellule dendritique puisse capter, parce que sinon l'ARN serait dégradé s'il était tout seul. Et en gros, plus on a progressé dans la sophistication du vaccin et plus c'est devenu inoffensif, entre guillemets, plus on a perdu un peu d'efficacité. Ce n'est pas le cas pour les vaccins ARN, mais si on s'arrête aux protéines recombinantes ou aux vaccins inactivés, parfois on n'a pas assez de stimulation de la réponse immunitaire mémoire. Et dans ce cas-là, on doit utiliser des adjuvants. Quand il y a un adjuvant dans un vaccin, c'est pour booster la réponse immunitaire, c'est pour augmenter la réponse immunitaire. On n'a pas besoin d'adjuvant dans les vaccins vivants atténués. Et on n'a pas besoin d'adjuvants dans les vaccins ARN parce que les ARN sont eux-mêmes des adjuvants. Il y a une question, ouais, qui, Ouais. demandait: «Comment décide-t-on le type de vaccin?» Est-ce que ça dépend un petit peu de la vitalité? J'imagine qu'il parle un petit peu de la virulence ou de la capacité du Mm. virus à se répliquer? Alors, beaucoup en vaccination, on utilise le terme d'empirique, c'est-à-dire que on fait des essais, on essaye d'abord avec des modèles cellulaires, essayer de comprendre ce qui se passe in vitro en culture cell. Après, on essaye sur des modèles animaux. Et parfois, euh, on a l'impression que tout est OK. Et puis, on commence les essais cliniques chez l'homme. Chez un petit nombre d'individus, on a l'impression que ça marche. Et puis, quand on augmente le nombre d'individus vaccinés, bah, on se rend compte que la couverture n'est pas bonne, par exemple. Donc, la stratégie qu'on avait choisie n'est pas la bonne parce que ça ne marche pas. Mais c'est empirique, il faut essayer, tu vois. Et c'est vrai qu'à un moment, quand il y a eu les nouveaux vaccins contre l'hépatite B ou le papilloma, on avait laissé tomber les vaccins vivants atténués parce que on pensait que c'était moins risqué d'utiliser seulement une petite partie du pathogène, mais finalement, on s'est rendu compte que dans certains cas, c'était moins efficace et on est revenu à l'utilisation de vaccins vivants atténués qui pourraient devenir des plateformes pour d'autres antigènes. Mais je je pense pas qu'il y ait, enfin, on n'arrive pas à par rapport à la question, est-ce que ça dépend de la vitalité ou pas? On ne peut pas a priori dire on va utiliser telle stratégie et elle marchera. On essaye et après, et on a eu beaucoup de chance au moment de la pandémie de SARS-CoV-2 parce que bah, ça faisait déjà plusieurs dizaines d'années qu'on travaillait sur les vaccins ARN, mais on n'avait pas encore eu le progrès de l'utilisation des particules lipidiques pour enfermer les ARN. Et le fait que ça ait marché et que ça ait été efficace, enfin, c'était inespéré, je dirais. Mais Ouais, mais il y a pas vraiment de formule magique qui fait que, non, pour chaque nouveau pathogène, non. on va dire: «On va plutôt choisir cette stratégie ou stratégie». C'est plutôt quelque chose, voilà, qui va demander différents tests et qui explique aussi pourquoi, en général, ça prend aussi du temps à développer. Ouais, ça Puisque s'il prend. faut essayer plusieurs stratégies, Hmm. bah, chaque stratégie va prendre un peu de temps, quoi. Oui, et d'ailleurs, les boîtes pharmaceutiques en général développent leurs propres stratégies, des stratégies qui peuvent être différentes, et des fois, ça marche pas. Et c'est 10 ans de recherche et ça coûte très très cher de développer ça. Et quand ça fonctionne pas à la fin du process, bah, oui, c'est problématique. Mm. On n'a pas encore de vaccin. Tout a été testé, tous les types et quasi tout est encore Et testé. Charlotte qui fait un commentaire pour expliquer que, Oui, pour certains virus, malheureusement, on a un peu tout testé et que on n'a pas encore de solution miracle. bah oui, Et oui. pour HIV.
Pour archiver, c'est Ouais. extrêmement compliqué et il y a eu beaucoup d'essais et de stratégies vaccinales qui ont été mises en place et on n'a pas trouvé de solution. C'est pour ça que pour SARS-CoV-2, quelque part, On a eu de la chance. on a eu de la On s'en chance. est bien tiré. Mm. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément, dépendant des familles virales ou des choses comme ça. Alors il y a souvent des Non, schémas qui peuvent être utilisés, mais non, on repart souvent un peu à zéro à chaque fois, hein. oui. Est-ce que tu veux passer à la Ouais, diade on va pouvoir passer après? à Ouais. et donc Oui, je c'est crois que une autre la question. ouais, la question à laquelle on voulait parler un petit peu sur la fin de cette présentation, alors attends, je vois qu'il y a d'autres Ah oui, questions encore sur les types de vaccins, on va y rester un petit peu. ouais, pour Hem, Ebola. Non, je pense qu'effectivement, pour Ebola, on n'a pas tenté le vaccin vivant atténué. C'est une bonne remarque, mais je t'avoue que là, j'ai plus en tête parce qu'il y a des vaccins pour Ebola qui sont. ouais, Je me demande si ils en avaient justement il n'y a pas des développé, vaccins ARN. Je me demande heu, s'il n'y a pas les premiers vaccins ARN qui ont été développés pour Ebola. Euh, hmm, oui et c'est vrai qu'il y avait pas forcément pour le coup pour Ebola d'autres virus, un petit peu comme, la vaccine ou des choses comme ça à l'époque qui pouvaient être utilisés en se disant: «Ah c'est moins pathogène là pour le coup». C'est sûr qu'on hmm. n'a pas essayé de se dire: «On va vacciner avec, Ebola directement», ouais. Non, ça, ouais. Ouais, il y a des stratégies Ok. qui sont éliminées par défaut aussi en fonction un petit peu Du des pathogène. pathogènes. Ouais, Hmm. ouais, bien sûr. Euh, ouais, donc pour passer à la dernière question, peut-être dont j'aurais aimé parler avec vous, c'est pourquoi certains vaccins sont obligatoires et à quoi ça sert finalement Ah, de se ouais. vacciner. J'ai cru entendre une question, mais je ne sais pas. Non, non, je pense que c'était un Non, micro qui c'est bon. était ouvert, Ok. Et donc peut-être prendre quelques secondes avec vous, quelques minutes, pour regarder ce tableau. Et donc là, vous avez à gauche encore le même tableau satirique là, dont j'ai parlé sur les peurs liées à la vaccination avec le virus de la vaccine. Et pourquoi il y a toujours eu, depuis que le principe de la vaccination existe, pourquoi il y a toujours eu de la défiance vis-à-vis des vaccins? Bah, peut-être déjà si on compare un vaccin et un médicament, souvent le mécanisme d'action d'un vaccin, il est indirect, c'est-à-dire qu'on va on va éduquer le système immunitaire, mais c'est pas le vaccin en lui-même qui va agir directement au moment de la maladie. Alors que le médicament, ça va être une molécule qui va venir bloquer un- une cellule de manière directe. Une grande différence entre le vaccin et le médicament, c'est que le médicament, on le prend quand on est malade. Donc, on le prend pour se soigner et c'est curatif. Le vaccin, on se vaccine, c'est un acte préventif. On fait ça pour ne pas tomber malade ou pour ne pas être gravement malade, pour se protéger, mais c'est de la prévention. Euh, la dose de vaccin, en général, elle est faible. Pour un médicament, elle peut être plus ou moins élevée suivant l'indication. Le bénéfice, Euh, pour un médicament, quand on prend un médicament, on le prend parce qu'on est malade, c'est un bénéfice individuel. Si moi je suis malade et que je prends un médicament, ça va pas forcément changer grand-chose pour mon voisin qui n'a pas la même maladie. L'effet du médicament, il va être visible. Si le médicament marche, on est guéri et surtout, on va avoir un effet immédiat. Le vaccin, c'est un bénéfice individuel, mais c'est aussi un bénéfice collectif parce que en limitant la propagation des pathogènes, en limitant les effets des infections, quand on se vaccine soi, on empêche aussi la circulation des virus ou des pathogènes et donc on protège les autres. Donc il y a un effet à la fois une protection individuelle, mais aussi une protection collective. Par contre, c'est pas visible puisqu'on n'était pas malade. Donc, on ne s'en rend pas forcément compte du bénéfice.
et puis c'est un bénéfice à long terme. Donc, quand on se vaccine, alors parfois on est obligé de se vacciner plusieurs fois, on est obligé de faire des rappels parce que la mémoire immunitaire, elle peut se mettre rapidement en place, mais parfois elle a besoin d'être stimulée à nouveau. Les cellules, les lymphocytes ont besoin d'être restimulés pour avoir un pool de cellules suffisant. Euh, mais ça entraîne une protection à long terme qui peut même être une protection quasi à vie par la vaccination. Alors, on a aussi une remarque dans le chat qui nous Ouais, dit que on peut aussi concevoir, et aussi le fait peut-être qui fait la différence entre les 2, c'est que, le médicament, il peut être conçu pour, prédire en prévoyant son action et donc peut-être un peu plus, facile de prévoir la réaction des personnes qui vont le prendre par rapport à un vaccin. On ne peut pas forcément prédire la réponse de chaque, immunitaire. Alors c'est un peu une question, une oui. question en même temps, commentaire dessus. On peut prévoir. Ce qui est difficile de savoir par rapport au vaccin, c'est la qualité de la réponse immunitaire qui va se mettre en place. Est-ce qu'elle va perdurer dans le temps et surtout, est-ce qu'elle va être efficace contre le pathogène? Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a des essais vaccinaux où on a une très bonne réponse anticorps avec beaucoup de production d'anticorps par la personne vaccinée. Sauf que pour ce virus-là, les anticorps ne servent pas à grand-chose. Et ce qu'il faut, c'est une réponse T-cytotoxique. Alors dans ce cas-là, bah, ce qu'on avait mis en place n'est pas efficace. Mais, euh, mais bon, quand même, dans tous les... Enfin, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Quand on travaille sur la vaccination et sur le développement de nouveaux vaccins, les gens savent ce qu'ils font. Enfin, ils savent qu'ils veulent induire une réponse mémoire contre le pathogène pour lequel ils développent le vaccin. Et ils savent comment ça marche. Mais c'est juste que parfois, c'est pas efficace, par contre. Oui, et aussi, si Euh, je peux juste aussi oui. rajouter, il y a aussi le fait que je pense aussi, les médicaments, même si on peut prévoir facilement le mécanisme d'action, on n'est pas toujours en capacité de prévoir, le les effets secondaires qui vont venir avec un médicament. Donc, je pense Mm. que quand on fait la comparaison vaccin-médicament, il y a aussi, enfin, pour juste terminer par rapport à sur cette petite question. Et aussi par rapport à cette perception sociétale et au fait qu'il y ait parfois donc une, euh, une inquiétude face à la vaccination, une grosse différence, c'est que quand on se fait vacciner, on est en bonne santé, alors que quand on prend un médicament, on est malade. Donc la perception du rapport bénéfice-risque, quand on est malade et qu'on prend un médicament, bah, on est prêt à le faire parce qu'on a peur de la maladie et donc on a une perception du bénéfice qui est élevée. Alors que dans la vaccination, puisqu'on est en bonne santé, on se dit, bah oui, mais moi je vais bien, donc je ne suis pas malade, donc pourquoi je me ferais vacciner? Et la perception qu'on a du rapport bénéfice-risque, elle est assez faible. Mais ça varie aussi en fonction de la réalité à un temps T. Par exemple, au temps de Jenner et de la variolisation, il y avait une épidémie très sévère en Europe de variole et les gens étaient prêts même à se faire enfin la première technique, la variolisation, où c'est carrément, il y avait 1% de chance de décéder de la variolisation parce qu'il y avait 1% de chance d'attraper la variole. De la Mais variole. comme l'épidémie était hyper sévère, bah, il se disait, bah, ok, je le fais. Donc, cette perception du rapport bénéfice-risque, bah, elle dépend de plein de choses. Et plus la vaccination marche, plus les épidémies sont rares. Donc là, peut-être c'est la dia suivante, je crois. Ouais. Adrien, si tu peux Ouais, ouais, mettre la j'arrive. dia Ouais. Hop, tac. Voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Donc sur ce graphe, en abscisse, c'est le temps de 1920 jusqu'aux années 2000. Et en ordonnée, c'est le nombre de cas de variole. En anglais, variole, c'est smallpox. Et vous voyez que déjà, avec les campagnes de vaccination qui avaient eu lieu
au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, eh ben, on avait vraiment diminué le nombre de cas de variole, mais il y avait encore de temps en temps des pics. Et justement parce que la variole était plus présente à un endroit, donc on se vaccinait plus, et puis elle pouvait réapparaître. Et à un moment, dans les années 60, il y a eu une décision de l'OMS de proposer une vaccination de 80% de la population mondiale. Donc, il y a eu vraiment une campagne énorme de vaccination et bah, ça a permis d'éradiquer la variole. Donc, on considère qu'actuellement, il n'y a plus de cas de variole. Donc ça, c'est un cas unique, hein, l'éradication, parce que il y a d'autres pathologies. Alors, il y a des questions. Alors, j'ai une question qui est pas directement dans votre domaine, mais je suis curieux de votre point de Ouais, vue. Pourquoi pensez-vous ouais. que ces dernières années, on constate une augmentation du scepticisme à la vaccination, alors que les vaccins ont déjà fait leurs preuves il y a plusieurs reprises? Je pense que ça fait un petit peu écho à ce que vous étiez Ouais. en train de raconter Bah, avant. je pense que c'est multifactoriel, mais il y a le fait que justement, les gens sont moins malades. Donc, par exemple, si tu montres encore, Adrien, la diapo suivante, c'est des courbes par rapport à la vaccination contre la rougeole. Parce que la Mmh. variole, c'est un exemple unique, hein. L'éradication d'une maladie, on ne connaît pas pour autre chose que la variole. Mais là, par exemple, pour la rougeole, vous avez à gauche sur le graphe le nombre de cas en fonction du temps. Et on voit que les campagnes de vaccination, elles ont commencé à la fin des années 60. D'accord? Donc c'est à la fin des années 60 qu'il y a eu le vaccin, le ROR, donc rubéole, oreillon, rougeole. Et bah, il y a eu des campagnes importantes. Il y avait presque plus de cas de rougeole. Et les gens ont commencé, et ça répond un peu à la question, ont commencé à se dire, oui, mais pourquoi je me vaccinerais contre, ou je vaccinerais mes enfants contre la rougeole puisqu'il n'y a plus la rougeole. Donc ça a pas de sens, j'ai pas de risque d'attraper la maladie, donc je me vaccine plus. Et là, on voit sur la partie droite de la diapo ce qui s'est passé en 2017, 2018, 2019. Donc ça, c'est en France, hein, c'est des données de Santé publique France, et on voit qu'il y a eu des petits pics épidémiques de rougeole parce que justement la couverture vaccinale avait baissé et que bah, la rougeole n'étant pas tout à fait éradiquée, et aussi il y a des pays dans lesquels la couverture vaccinale était encore moins importante et des gens qui sont arrivés d'autres pays ont importé des cas de rougeole. Et bah voilà, on a vu 2017, 2018, dans certaines communautés qui justement voulaient pas se faire vacciner, la recrudescence de la pathologie. Puis suite à ça, il y a eu une grande campagne qui a été menée aussi par, c'était une campagne de santé publique, tu vois, par le gouvernement. Il y a eu une grande campagne de vaccination, puis de nouveau, on a eu moins de cas. Et là, on recommence à avoir des cas, là. En 2026, il y a un pic de rougeole. Donc enfin, tu vois, le fait que la perception du risque, le fait que la vaccination marche, et ben, bizarrement, ça entraîne une défiance par rapport à la vaccination parce que les gens disent, bah non, je ne veux pas me faire vacciner puisqu'il n'y a pas la pathologie. Et donc, pourquoi on me forcerait à faire quelque chose contre quelque chose qui n'est pas dangereux? Donc, il n'y a pas de perception du Heu, risque associé. Après, il y a quand plus, même aussi... Ouais, vas-y. pas non plus l'oubli de, comme on voit plus de cas, on n'a plus aussi l'idée de qu'est-ce que ces maladies causent. Par exemple, la rougeole, on oublie Ouais, que, la oui, 1re forme est peut-être, peut déjà être grave en tant que telle, mais une deuxième infection ou une réactivation de la rougeole après une première infection, c'est, enfin, c'est mortel à 80, plus de 90 de chances si on a une réactivation après une première infection. Donc, j'ai l'impression que comme les cas disparaissent aussi, on n'a plus d'exemples concrets et donc on oublie un petit peu ce que ces maladies, en fait, faisaient. Et oui. ça joue sur cette perception du risque, puisque comme on voit pas le risque, et ben, on a l'impression qu'il n'existe pas. Mm. Et après, il y a quand même aussi, là encore, une défiance vis-à-vis vis-à-vis des politiques. Et on voit que la vaccination, c'est une question très complexe, c'est aussi une question sociétale.
Tu vois, le fait que certains vaccins soient obligatoires, c'est le gouvernement qui décide ça, c'est le ministère de la Santé. Et s'il y a une défiance de la population vis-à-vis des politiques et vis-à-vis des ministres, eh bien, les gens disent, ah bah oui, mais on nous demande de faire ça, nous on ne veut pas parce qu'on n'a plus confiance. Il y a aussi une défiance vis-à-vis des scientifiques, vis-à-vis de la science et qui est ouvertement affichée. Tu vois, je ne veux pas faire de l'anti-Trump de base, mais quand même, lui, il a ouvertement affiché son opinion anti-vax. Donc, il y a ces mouvements-là aussi. Euh, Ouais, qui forcément, de personnes qui n'ont plus, ouais, qui n'ont pas confiance dans la science. Et après, il y a tous ces, enfin, les réseaux et sur les réseaux sociaux, les anti-vax sont très visibles et les gens qui sont plus pro-vax sont moins visibles. ça leur rend fou ce genre de prise de parole. C'est toujours un peu compliqué et c'est justement le but de ce genre d'événement, de vulgarisation, d'essayer de redonner un peu de contexte et d'informations pour que ça soit plus clair et que les personnes, peut-être aient plus confiance. En tout cas, c'est un des objectifs de ce genre de présentation. Exactement, comme dirait Charlène et il y a la section jeune qui essaye de partager la science. Voilà. Oui, c'est vraiment super ce que vous faites. Et après, ça rend fou. Non, enfin, c'est comme ça. Et on peut, oui, il faut accepter aussi l'autre, il faut accepter l'opinion de l'autre. Et souvent, quand les gens sont vraiment très anti-vax, les arguments scientifiques n'ont pas de prise. Oui, pardon. Ouais, ouais, voilà. Mais, euh, mais bien comprendre comment ça marche, bien aussi ne pas nier le fait, tu vois, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, de dire que même si on se vaccine, on peut être infecté, ou parfois il y a des développements de vaccins qui aboutissent pas. Accepter aussi que tout n'est pas nickel et le dire, c'est important. La science n'est pas une opinion, non. Mais C'est c'est une option, justement. et Je crois que tu avais après, un dernier message à faire passer, ouais, c'est ça? ouais, un dernier message, bah, c'était pour ça, c'est encore mes étudiants, presque toutes les illustrations que j'ai mises dans le diaporama, c'est des étudiants de licence qui ont fait ça, de troisième année de licence. Et là, c'était une petite BD. Et donc, ce qui est dit, c'est que la vaccination, c'est aussi pour les autres, parce que effectivement, on limite la propagation des microbes, des microbes pathogènes quand on se vaccine. Et se dire aussi qu'il y a des populations à risque. On a parlé tout à l'heure des personnes âgées qui ont un système immunitaire qui est moins efficace. Et donc, bah, par exemple, les soignants dans les EHPAD ou dans des services de gériatrie, bah, c'est hyper important qu'ils soient vaccinés contre la grippe ou contre le Covid, parce que c'est des pathologies qui peuvent être dangereuses pour les personnes âgées et la vaccination n'est pas forcément efficace chez eux. Et en se vaccinant soi, on empêche, bah, on les protège eux. Ça peut être aussi le cas de certaines personnes immunodéprimées, des personnes qui sont atteintes d'un cancer ou des personnes pour lesquelles la vaccination est pas efficace ou même pas possible. Et ben, finalement, en se vaccinant soi, on les protège. Avec cette idée de faire une Donc, sorte de barrière, c'est ça, autour d'eux? Puisque ouais, si nous, ouais. on bloque la chaîne de transmission, ils pourront pas être infectés, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, c'est un bénéfice, certes individuel. On se vaccine pour soi. Je pense que quand même, au moment du Covid, tout le monde a pris un peu conscience de ça. Mais bon, il y a des gens qui ne voulaient pas se faire vacciner non plus, hein, mais c'est aussi un bénéfice sociétal.
Donc c'est vraiment, ouais, c'est une question hyper complexe, la vaccination, très intéressante aussi, hein, parce qu'il y a des enjeux aussi sociologiques, mais économiques, parce que produire des vaccins, ça coûte cher, mais des vaccins, ça peut aussi rapporter de l'argent. Donc il y a aussi cette question-là, c'est vraiment des questions passionnantes. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On va prendre 5 minutes pour s'il y a des personnes qui ont d'autres questions. S'il y a d'autres personnes qui ont encore des questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, de tout ce qui a été posé comme question dans le chat. Je vais remonter rapidement pour vérifier, mais tac, tac, tac. Ouais, non, je crois qu'on avait fait le tour. Ouais, c'est bon. On avait déjà répondu à pas mal de questions au cours du Ouais, chat. ouais, ouais. Et il y a d'autres C'est tout. maladies qu'on est proche d'éradiquer. Bah, j'ai pas d'idée en tête. Pour la rougeole, il y avait hein, des volontés d'avoir une couverture vaccinale suffisamment importante pour essayer d'éradiquer la maladie. Mais en fait, ouais, pour la poliomyélite, bah, le problème de la polio, c'est que avec le fait que, il y ait une couverture vaccinale qui soit moins importante chez certaines personnes anti-vax, bah, il y a des cas de polio qui reviennent. Euh, Moi, je retiens le jeu Timeline et Chauvin lorsqu'il a... Une petite remarque, Oui, avant je sais pas, hein, peut-être que j'étais un peu non, non, c'est par rapport provocatrice à dans ce que j'ai dit, mais mais c'est un jeu de société où effectivement il faut deviner, la date des inventions et je crois qu'il y a aussi les auteurs et qui mettent, invention de la vaccination liée à Louis Pasteur. ouais. Mais après, c'est toute la différence entre le principe de la vaccination et puis la vaccination elle-même. Le terme de vaccin a été utilisé pour la première fois par Pasteur, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est Oui, ce qui est retenu aussi par, l'opinion publique et la pub qu'il avait réussi à en faire. oui. Mm. Ok. On peut donc dire que Pasteur a inventé le mot vaccin. Voilà, tout à fait. Pour le coup, ça oui. Bon bah, je pense qu'on va pouvoir, je crois que juste dernière personne qui est en train de se poser une question. Oui, c'était top. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Moi, c'est parfait. Je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Merci Nathalie pour, votre Bah, de rien, de rien. participation. Merci. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité, d'avoir organisé. Bon, la prochaine fois, on retente sur En Twitch, hein. en espérant qu'on y arrive sur Twitch la prochaine fois exactement, que les soucis techniques puissent être réglés. C'est vrai que c'est dommage, ça limite un petit peu, le nombre de personnes qui peuvent nous rejoindre, mais je vois que c'était cool et puis ça a été actif aussi dans le chat, les gens ont parlé, donc c'était intéressant. Merci beaucoup et puis, bah, bonne Ouais. soirée, à tout le monde. Merci. Merci à vous. Twibs, exactement, c'était des Twibs. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée.